Je vais commencer. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alain Reding. Je suis le responsable du planétarium du Pays de la Découverte et le chef du service astronomie du Pays de la Découverte. Et nous allons là parler pendant une heure ensemble de l'histoire de l'astronomie. Alors, c'est un vrai challenge parce qu'il va nous falloir tenter de résumer une heure en une heure, plus de 2000 ans d'astronomie. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir résumer toute l'astronomie, hein. C'est une histoire de l'astronomie. Et puis dans cette seconde partie, hein, pendant les questions-réponses, bien sûr, vous pourrez poser des questions par rapport à ce que j'ai dit, et puis par rapport à ce que je n'ai pas abordé et que vous connaissez. Alors on commence euh, ensemble cette histoire dès la plus haute antiquité, en fait, chez les Babyloniens, on va le voir, puis chez les Égyptiens. Les Babyloniens, il y a plus de 2000 ans, en fait, ont très rapidement fait la différence entre une étoile et une planète. Une étoile, vous le savez, hein, c'est une énorme boule de gaz extrêmement chaude qui émet sa propre lumière. Une planète, elle, est un astre errant, vagabond dans le ciel, qui n'émet pas de lumière, hein, qui diffuse, qui réfléchit une partie de la lumière qu'elle reçoit de notre étoile, le Soleil. Et les Babyloniens s'étaient aperçus que, outre la Lune et le Soleil, hein, qui sont également des astres errants depuis la Terre, eh bien, il y avait 5 astres errants, à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. D'ailleurs, ces 7 astres errants, hein, avec la Lune et le Soleil en plus, sont donc connus depuis la plus haute Antiquité. Les Babyloniens ont également inventé ce qu'on appelle le gnomon, hein, c'est l'ancêtre du cadran solaire, une tige verticale plantée dans le sol. Et que permet cette tige verticale? Eh bien, de connaître le midi au soleil. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel, à midi au soleil, bien entendu, l'ombre du gnomon est la plus courte de la journée. Et les Babyloniens se sont également aperçus qu'une journée proche des équinoxes, hein, durait environ 12 heures. Et donc, ils ont réussi à séquencer la journée diurne en 12 heures grâce justement à ce cadran solaire. Alors, les astronomes babyloniens ont également mis au point des éphémérides pour permettre de prévoir la position de la Lune et puis des planètes. On ne sait pas grand-chose sur ces éphémérides au niveau des calculs. Ce que l'on sait, c'est que ce sont des éphémérides type géométrique, hein, qui faisaient appel à la géométrie. Et comment sait-on cela? Eh bien parce que les Babyloniens ont écrit énormément d'éphémérides sur des tables en argile et on a réussi au milieu du 19e siècle à déchiffrer justement ces tables, hein. Vous avez ici à l'image, hein, le déchiffrement du cunéiforme sur l'inscription de Beeston en 1851. C'est une table, hein, extrêmement célèbre chez les astronomes. Alors là, je vous ai parlé rapidement des Babyloniens. Les Égyptiens également ont observé, hein, depuis extrêmement longtemps, et on doit aux Égyptiens, eh bien, 2 choses que nous avons encore aujourd'hui, hein, la division du jour en 24 heures, et puis le premier calendrier solaire de 365 jours, hein, un calendrier basé sur le cycle du Soleil. Nous utilisons aujourd'hui le calendrier grégorien, qui est un calendrier basé sur le cycle du Soleil. Eh bien, le premier calendrier basé sur le cycle du Soleil, hein, est un calendrier égyptien. Alors, je vous ai indiqué ici, eh bien, comment était ce calendrier, hein. Il y avait 3 grandes périodes. Les saisons de l'inondation, enfin la saison de l'inondation, la saison de la végétation et puis la saison des récoltes. Vous apercevez que chaque période, eh bien, correspondait à 4 mois de 30 jours chacun. On arrive donc sur un calendrier de 360 jours. On rajoute 5 jours de fête. Ce sont des jours dits épagomènes, ce qui nous donne un calendrier de 365 jours. Alors, ça peut paraître assez précis, hein, parce que une année dure 365,2428 jours, hein. Toutes les années multiples de 4 ne sont pas bissextiles, mais on a en gros, eh bien, 0,25 jours de décalage par an,
avec ce calendrier égyptien. Et donc, au bout de 4 ans, on a une journée de décalage. Au bout de 40 ans, 10 jours de décalage. On a une dérive du calendrier par rapport au rythme des saisons. Et assez rapidement, eh bien, ce calendrier ne correspondait plus aux saisons météorologiques à cause justement de cette dérive, mais il a tout de même perduré extrêmement longtemps en Égypte. On pourrait d'ailleurs se demander quel était le premier jour du calendrier égyptien. Et là, peut-être connaissez-vous l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, hein, il s'agit de l'étoile Sirius. Et le premier jour du calendrier égyptien correspondait en fait au lever héliaque de Sirius. Qu'est-ce que le lever héliaque? Eh bien, c'est le premier jour où Sirius est observable dans les lueurs de l'aube. Et c'est donc à partir d'une observation astronomique que ce calendrier basé sur le cycle du Soleil a été conçu. Voilà chez les Babyloniens et chez les Égyptiens, mais il nous faut maintenant passer eh bien, à ce qu'on a appelé le miracle grec, hein. On doit énormément aux astronomes grecs de l'Antiquité, et en particulier à Platon et surtout Aristote, nous allons le voir. Alors Aristote émet différents principes, hein. Chaque sphère, chaque astre est circulaire. Et puis, regardez, hein, tous les mouvements sont circulaires et uniformes, c'est-à-dire que la vitesse des astres est constante. Nous allons y revenir. Alors, qu'ont réussi tout d'abord à démontrer les Grecs? Je vous montre ici une image, une synthèse d'images correspondant à une éclipse de lune. Éclipser en astronomie signifie rentrer dans l'ombre. Autrement dit, lors d'une éclipse de lune, la lune rentre dans l'ombre de la Terre. Ou si vous préférez, la Terre projette son ombre sur la lune. Alors regardez ici, l'ombre que vous apercevez au centre, eh bien c'est l'ombre de la Terre. Et en observant plusieurs éclipses de lune, et en s'apercevant à chaque fois que l'ombre de la Terre était ronde, les anciens en déduisent, dès la plus haute Antiquité, il y a plus de 2500 ans, que la Terre est ronde. On lit parfois que les Grecs pensaient que la Terre était plate. C'est complètement faux. Les Grecs savaient pertinemment que la Terre était ronde, tout simplement en observant un phénomène astronomique extrêmement connu à l'époque, hein, le phénomène des éclipses. Et je dirais même plus, on lit parfois que les Grecs pensaient que la Terre était plate, mais c'est doublement faux, car d'une part, je vous ai montré eh bien, que les anciens savaient que la Terre était ronde grâce au phénomène des éclipses, mais en plus, ils ont déterminé eh bien, d'une manière très précise la circonférence terrestre. Et on doit ce calcul à Ératosthène, qui était à l'époque astronome et accessoirement directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors regardez l'expérience d'Ératosthène, on va s'y arrêter quelques minutes, elle est assez incroyable. Ératosthène s'aperçoit que le 21 juin, le jour du solstice d'été dans l'hémisphère nord, le Soleil se trouve au zénith à Sienne, c'est-à-dire que le Soleil se trouve à une hauteur de 90 degrés dans le ciel. Conséquence de cela, regardez le schéma, eh bien, à Sienne, les rayons du Soleil se projettent perpendiculairement dans un puits. Tout le monde est d'accord? Ératosthène s'aperçoit également qu'à Alexandrie, eh bien, le Soleil, le 21 juin à midi, le même jour, ne se trouve pas au zénith. Et comment s'en aperçoit-il? Eh bien, parce qu'il place un gnomon, souvenez-vous, hein, cette tige verticale plantée dans le sol, et le gnomon projette une ombre. Cela signifie donc que le Soleil ne se trouve pas au zénith le jour du solstice d'été à Alexandrie. Alors que fait Ératosthène? Eh bien, vous voyez ma souris ou pas lorsque je vous montre? Oui, parfait. Que fait Ératosthène? Eh bien, donc il place un gnomon. On connaît la hauteur du gnomon. Et bien entendu, on connaît
la mesure de l'ombre. Et bon, donc, nous sommes là dans un triangle rectangle. On connaît en réalité deux côtés. On peut en déduire l'angle alpha ici. On fait un tout petit peu de mathématiques, hein, mais à partir du moment où Ératosthène connaît cet angle, eh bien, il peut connaître également cet angle que j'ai noté bêta. Ce sont des angles alternes internes. Juste, si vous pouvez couper les micros pour ceux qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, merci. Donc, il connaît cet angle alpha et qui est donc égal à bêta. Que reste-t-il à faire? Eh bien, il faut déterminer la distance entre Sienne et Alexandrie. Ératosthène embauche des marcheurs du désert pour compter leur nombre de pas qu'il y a entre Sienne et Alexandrie. Les marcheurs trouvent une distance de 5000 stades. Le stade, à l'époque, est l'échelle et la mesure, l'unité plutôt de distance. Et on connaît ainsi la distance entre Sienne et Alexandrie. Mais regardez maintenant, c'est très simple. On connaît cet angle bêta. On connaît cette distance. On connaît également l'angle de la circonférence terrestre, 360 degrés. Par un simple produit en croix, on peut déterminer la circonférence terrestre. Et avec cette expérience, eh bien, Ératosthène trouve une circonférence terrestre et donc indirectement le rayon de la Terre. Ératosthène trouve une valeur de 40 000 km pour la circonférence terrestre. On est extrêmement proche de la valeur admise aujourd'hui. Et on sait ainsi, depuis plus de 2000 ans, que d'une part la Terre est ronde et d'autre part, on connaît de manière très précise la circonférence terrestre grâce à cette expérience très célèbre d'Ératosthène. Alors vous avez un autre astronome de l'Antiquité, Hipparque de Nicée, qui va lui tenter de déterminer la distance qui nous sépare de la Lune. Et par une expérience, on ne va pas rentrer ici dans le détail de chaque expérience, mais euh, Hipparque de Nicée nous indique que la distance Terre-Lune se trouve à enfin, est d'environ 60 rayons terrestres. Et il connaît le rayon terrestre grâce à l'expérience d'Ératosthène. On est là encore sur une valeur moins précise que celle d'Ératosthène, mais tout de même sur une valeur cohérente par rapport à cette distance Terre-Lune. Et puis Hipparque de Nicée est surtout le premier astronome à proposer un catalogue d'étoiles et à y associer des tables astronomiques. Alors Aristote, je vous l'ai dit, effectue un petit peu la synthèse au niveau astronomique et définit trois principes généraux. Premier principe, la Terre se trouve au centre du monde. La Terre est immobile et occupe le centre de l'univers sphérique. C'est ce qu'on appelle et c'est ce qu'on a appelé le géocentrisme. Les Grecs étaient persuadés que la Terre était ronde, ça vous l'avez compris, mais d'autre part que la Terre était le centre du monde, que tout tournait autour de la Terre. Deuxième principe d'Aristote, le monde est divisé en deux régions. Vous avez le monde sublunaire, où il se passe bien, quelque chose, le monde entre la Terre et la Lune, et puis le monde supralunaire, le monde au-delà de la Lune, où il ne se passe strictement rien. C'est un monde immuable. Et troisième principe, dans le monde supralunaire, au-delà de la Lune, bien, tous les mouvements sont circulaires et uniformes. Et comment expliquer, avec ces trois principes d'Aristote, eh bien, ce qu'on appelle la rétrogradation de la planète Mars. Vous avez ici la rétrogradation de la planète Mars. Comment obtient-on cette rétrogradation? Et on la connaît depuis la plus haute Antiquité, car souvenez-vous, Mars est visible à l'œil nu depuis la Terre. Eh bien, on pointe, nuit après nuit, la position de la planète Mars dans le ciel à une même heure. Et on s'aperçoit, au départ, que la planète Mars se déplace d'ouest en est. Et puis à un moment donné, regardez, Mars stationne dans le ciel. Et la chose
très étrange pour les anciens, on s'aperçoit que Mars rétrograde sur la voûte céleste. Mars semble rebrousser chemin. Et puis quelques semaines après la première station de la planète Mars, eh bien, on a la planète Mars qui stationne à nouveau dans le ciel pour avoir ensuite à nouveau un mouvement plus classique, Mars qui se déplace d'ouest en est. Et cette boucle de rétrogradation, eh bien, a posé d'énormes soucis aux astronomes de l'Antiquité. Comment expliquer la rétrogradation de la planète Mars avec les principes d'Aristote, qui faisait à l'époque autorité? Comment expliquer la rétrogradation d'une planète avec des mouvements qui sont circulaires et uniformes et une Terre au centre du monde? Eh bien, un astronome, sans doute le plus grand astronome de l'Antiquité, va réussir à construire un modèle mathématique qui rend compte des observations. Et cet astronome, c'est Ptolémée. Ptolémée, dans un chef-d'œuvre de l'Antiquité, l'Almageste, réussit l'exploit eh bien, de définir un modèle, certes intellectuellement faux, mais un modèle qui correspond parfaitement à l'observation des astres. Et avec ce modèle, eh bien, Ptolémée réussit à prévoir la position du Soleil, de la Lune et des planètes. Et pourquoi est-ce très important? Car je vous rappelle que dans l'Antiquité, on fait de l'astronomie principalement pour faire des horoscopes pour les tout-puissants. Et comprendre, savoir quelle va être la position des astres dans le ciel révèle donc d'une importance considérable. Quel est le génie de Ptolémée? Eh bien, regardez, vous avez la Terre, et puis au centre du monde, et puis les astres qui gravitent autour de la Terre. Donc la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Mais intéressons-nous, par exemple, à la planète Mars. Regardez, la planète Mars ne gravite pas directement autour de la Terre. Mars gravite autour d'un petit cercle, et c'est le centre de ce petit cercle qui gravite autour de la Terre. Et ce petit et ce grand cercle, eh bien, c'est ce qu'on appelle épicycle et déférent. Et à quoi sert l'épicycle, en fait? À quoi sert ce petit cercle? Eh bien, à compenser l'immobilité de la Terre. Et je pense que vous allez tout comprendre avec cette animation. Regardez, avec l'épicycle, eh bien, on retrouve la rétrogradation de la planète Mars. Et on réussit, à partir du modèle de Ptolémée, eh bien, à construire des tables astronomiques extrêmement précises. Car un modèle astronomique n'est valable que si on y associe forcément des tables astronomiques. Et Ptolémée, je reviens un tout petit peu en arrière, Ptolémée s'aperçoit également eh bien, que le Soleil doit se positionner très certainement entre Mercure, Vénus d'une part, et d'autre part entre Mars, Jupiter et Saturne. Pourquoi? Eh bien parce que l'observation des astres nous apprend que Mercure et Vénus sont soit astres du matin, soit astres du soir, soit inobservables, mais en aucun cas ces deux planètes sont observables en pleine nuit, alors que les planètes Mars, Jupiter et Saturne, elles, peuvent potentiellement se retrouver visibles toute la nuit. Ces planètes peuvent donc se retrouver en opposition et donc elles sont nécessairement situées au-delà du Soleil. Et donc nous sommes au premier siècle de notre ère, il y a 2000 ans, et nous pouvons
prévoir la position des astres pour essentiellement, à l'époque, rédiger des horoscopes. Ptolémée définit également ce qu'il appelle les constellations du zodiaque. Alors écoutez bien, qu'est-ce qu'une constellation du zodiaque en astronomie? Eh bien, c'est une constellation traversée par le Soleil au cours de l'année. Et Ptolémée définit, dans l'Almageste, 12 constellations du zodiaque. Les constellations que vous connaissez comme le lion, le taureau, le bélier, les poissons, etc. Ptolémée ne voit pas, en fait, que le Soleil traverse une 13e constellation, la constellation d'Ophiuchus, ou si vous préférez, la constellation du Serpentaire. Et nous avons, en astronomie, 13 constellations du zodiaque, dont la constellation d'Ophiuchus, située entre le Soleil, le Sagittaire et le Scorpion. Et le Soleil parcourt cette constellation d'Ophiuchus 4 jours au début du mois de décembre chaque année. Et nous avons là une vraie divergence, heureusement, entre les astrologues et les astronomes. Les astrologues sont restés avec 12 signes du zodiaque. Nous avons, nous, en astronomie, eh bien 13 constellations du zodiaque. Qu'est-ce qu'une constellation du zodiaque en astronomie? C'est une constellation traversée par le Soleil au cours de l'année. Et on doit la première définition d'une constellation du zodiaque eh bien, à Ptolémée. Et pourquoi est-ce important? Parce que Ptolémée s'aperçoit dans ses tables eh bien, que les planètes, les astres errants dans le ciel, avec en plus le Soleil et la Lune, qui sont deux astres errants à l'époque, eh bien, les planètes, le Soleil et la Lune se trouvent toujours dans ce qu'on appelle la bande zodiacale. Les planètes, le Soleil et la Lune se trouvent toujours dans les 13 constellations du zodiaque. Alors certes, les planètes n'apparaissent pas sur les cartes du ciel, les planètes n'apparaissent pas dans les tables astronomiques, ce sont des astres errants, mais la zone où il faut les rechercher est tout de même fortement bien délimitée. Il s'agit de cette bande zodiacale. Et puis, une précision importante, euh, bien entendu, à l'époque, on observe à l'œil nu. Le premier à observer le ciel avec un instrument astronomique, nous allons le voir dans quelques minutes, c'est Galilée. Alors certes, on a des instruments dans l'Antiquité, je vous en ai mis trois ici, la sphère armillaire, l'instrument parallactique et puis le gnomon. Ce sont trois instruments qui permettent de mesurer, par exemple, la hauteur d'une étoile pour la sphère armillaire ou la latitude d'un lieu. Pour le gnomon, définir, nous l'avons vu, le méridien du lieu, l'axe nord-sud géographique, grâce au midi solaire. Mais ces instruments eh bien, n'améliorent pas l'observation du ciel. On observe à l'œil nu. Et donc, vous le voyez, chez les astronomes grecs, eh bien, le rapport est tout de même essentiel. Pour la première fois, on connaît à l'avance eh bien, quand est-ce qu'on vont avoir lieu les phénomènes. Et je ne l'ai pas encore dit, mais quand est-ce que vont avoir lieu, par exemple, les éclipses de lune et les éclipses de soleil? Et on annonçait souvent à cette époque la fin du monde lors d'une éclipse de soleil, car cette éclipse n'était pas prévue par les tables. Ptolémée, eh bien, grâce à ces tables, définit quand est-ce que vont avoir lieu les éclipses de lune et les éclipses de soleil, et ce phénomène devient donc un phénomène astronomique et non pas lié à la divinité. Alors on poursuit notre histoire et on s'intéresse maintenant ensemble à la période médiévale, la période arabo-musulmane. Et ce qui est très important de comprendre pour cette période, c'est que les Arabes n'ont jamais remis en cause le géocentrisme. Les Arabes ont apporté eh bien, des nouveautés, on leur doit, là encore, et nous allons le voir, de nouvelles choses, mais les Arabes, contrairement à ce qu'on lit parfois, n'ont jamais remis en cause le modèle géocentrique, le modèle défini par Aristote, puis par Ptolémée. Et
D'ailleurs, hein, on doit aux Arabes très souvent la traduction de l'Almageste du grec en arabe et on a encore quelques manuscrits arabes de traduction de l'Almageste, hein, sachant qu'il ne nous reste aucun Almageste d'origine, entre guillemets, hein, traduit en grec, hein. Les plus anciens viennent des Arabes. Euh, alors, les Arabes, je vous l'ai dit, hein, nous ont apporté énormément de choses. Et pourquoi eux aussi ont-ils cherché à mieux comprendre euh, le mouvement des astres? Eh bien, pour être liés de la meilleure des manières aux heures des prières, hein, vous le savez, les 5 prières musulmanes eh bien, sont liées à des phénomènes astronomiques, hein, liés en partie, par exemple, au lever et au coucher du soleil. Et donc, il fallait comprendre eh bien, de manière très fine le mouvement des astres pour déterminer les heures des prières. Et puis le premier, on doit aux Arabes, hein, le premier calendrier lié à la Lune, le calendrier musulman qui est encore en vigueur, hein, en Arabie Saoudite par exemple. Les musulmans utilisent un calendrier lunaire, un calendrier basé sur le cycle de la Lune, et nous sommes d'ailleurs actuellement dans le 9e mois du calendrier du musulman, hein, le mois du Ramadan. Alors on doit également euh, à Ulugh-Bek eh bien, ce sextant de Samarcande, hein, en Ouzbékistan, qui date du 15e siècle et qui a permis de comprendre et de maîtriser encore mieux ce qu'on appelle l'obliquité, la valeur de l'obliquité de l'écliptique, hein, cet angle entre l'équateur céleste, la projection de l'équateur dans le ciel, et puis l'écliptique, la trajectoire apparente du Soleil sur la voûte céleste, car vous le savez, l'équateur céleste n'est pas défini avec l'écliptique. Si l'équateur céleste et l'écliptique étaient confondus, il n'y aurait pas de saison sur Terre, hein. Ce serait toujours l'éternel commencement du printemps ou toujours l'éternel commencement de l'automne. Et pourquoi il y a un angle qu'on appelle l'obliquité de l'écliptique entre ces deux grands cercles? Eh bien parce que la Terre tourne penchée autour du Soleil, hein. La Terre tourne penchée, l'axe de rotation de la Terre est incliné, incliné d'un angle d'environ 23 degrés 26 minutes, hein. Et c'est cette inclinaison de l'axe de rotation de la Terre qui explique d'ailleurs sur Terre le phénomène des saisons. Et Ulugh avec son sextant monumental, eh bien, réussit à définir une valeur extrêmement fine de l'obliquité de l'écliptique. Alors, si vous vous rendez en Ouzbékistan, hein, ces prochains mois, eh bien, vous pourrez visiter ce sextant, mais malheureusement, il n'en reste qu'une toute petite portion, et l'immense majorité du sextant, hein, a disparu. On observe juste une toute petite portion qui n'est plus d'ailleurs en activité. C'est bien dommage car le lieu est absolument magnifique. Alors, je vous le disais, il y a quelques minutes, hein, c'est important de bien comprendre qu'il ne nous reste aucune traduction directe de l'astronomie grecque, hein, de l'astronomie hellénistique. On arrive aujourd'hui à avoir la traduction de l'Almageste grâce, regardez, aux traductions arabes, hein, car les papyrus qui nous arrivent eh bien, de l'astronomie grecque ne comprenaient pas justement l'Almageste, hein, alors que, eh bien, on a toute, une grande partie du moins, des tablettes babyloniennes, hein, où les Babyloniens écrivaient donc sur des tablettes d'argile. On arrive aujourd'hui à les retrouver et puis à les traduire. Il n'en est pas de même pour l'astronomie grecque, et c'est bien dommage, hein. On n'a aucun exemplaire original de l'Almageste, hein. On doit ces exemplaires, regardez, hein, grâce en particulier à la voix arabe et perse. Alors nous sommes là au XVIe siècle, nous continuons à avancer dans notre histoire de l'astronomie et on est véritablement confronté à cette époque à un dilemme, car on s'aperçoit que le modèle de Ptolémée, aussi performant soit-il, n'est pas parfait. Il y a quelques
quelques notions, quelques imperfections, je cherchais le mot, il y a quelques imperfections entre la théorie établie par Ptolémée et l'observation réelle du ciel. Et il faut attendre le XVIe siècle, donc 1543, pour qu'un astronome, un chanoine polonais, Nicolas Copernic, remette en cause le premier, le géocentrisme. Nicolas Copernic est le premier astronome dans l'histoire des sciences à proposer une vision dite héliocentrique, avec le Soleil au centre de notre système solaire et la Terre, notre planète, qui devient alors une simple planète gravitant autour du Soleil. Rendez-vous compte, il a fallu attendre 1500 ans pour qu'un astronome remette en cause le modèle de Ptolémée, hein, le géocentrisme. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps? Nous n'en savons rien par définition, mais deux hypothèses tout de même. Premièrement, il est toujours difficile de remettre en cause quelque chose qui fonctionne bien, et le modèle de Ptolémée, même s'il est intellectuellement faux, fonctionne bien dans la prévision des observations célestes. Et puis, deuxième chose, à l'époque, les autorités religieuses sont extrêmement puissantes et ne veulent remettre et ne veulent absolument pas que le modèle du monde défini par les anciens soit remis en cause. Autrement dit, les autorités religieuses ne veulent absolument pas que l'homme ne se retrouve plus au centre de l'univers. Alors Nicolas Copernic ne sera pas embêté d'ailleurs pour avoir publié dans un autre chef-d'œuvre de l'astronomie, hein, le De Revolutionibus, cette vision héliocentrique. Il est mort d'ailleurs l'année de la publication de son chef-d'œuvre, mais on entend parfois dire que Nicolas Copernic n'a pas démontré l'héliocentrisme. C'est vrai, Nicolas Copernic n'a pas démontré l'héliocentrisme, hein, n'a pas démontré que la Terre tournait autour du Soleil. Par contre, vous avez, à partir du moment où Nicolas Copernic a émis cette hypothèse, eh bien, vous avez des astronomes qui ont réussi à calculer avec eh bien, le modèle de Nicolas Copernic, hein, des tables astronomiques liées à ce modèle, hein. Ce sont les tables prutrémiques. Et à partir du moment où vous avez un modèle et des tables astronomiques, eh bien ce modèle peut se confronter à la réalité et les tables liées au modèle héliocentrique sont extrêmement précises, bien plus précises d'ailleurs que les modèles des tables astronomiques liées au géocentrisme. On peut donc dire que Nicolas Copernic est le premier à avoir proposé ce modèle du monde et que des astronomes ensuite ont réussi eh bien, à associer avec des tables astronomiques ce modèle héliocentrique. Alors bien entendu, avec le modèle de Nicolas Copernic, on explique extrêmement facilement la rétrogradation de la planète Mars. Regardez, à un moment donné, regardez ma petite flèche, à un moment donné, vous avez la Terre qui double Mars. Et lorsque la Terre double Mars, bien entendu, on a l'impression que Mars rétrograde sur la voûte céleste et on retrouve très facilement ici la rétrogradation de la planète Mars. Et puis, en astronomie, hein, et en physique de manière générale, quand vous avez un modèle complexe et un modèle simple, eh bien, lorsque les deux modèles réussissent à expliquer la même chose, en général, c'est le modèle simple qui l'emporte, hein, et on a là, maintenant, avec Nicolas Copernic, eh bien, une connaissance très fine des mesures relatives qui nous séparent des planètes de notre système solaire. On sait par exemple que la planète Vénus se trouve à 0,7 unités astronomiques de la Terre. Mais il manque tout de même une donnée. Il manque à cette époque, au XVIe siècle, la distance qui nous sépare du Soleil. C'est pour l'instant une véritable inconnue. Alors juste après Nicolas Copernic, vous avez un autre
astronome, astronome danois, Tycho Brahe, sans doute le plus grand observateur du XVIe siècle, qui a observé toute sa vie. Il s'est fait construire un observatoire sur une île, et Tycho Brahe, donc au nord du Danemark, a observé toute sa vie et a noté d'ailleurs au fil de sa vie, nous allons voir, ça a eu son importance, eh bien, ces différentes observations. Tycho Brahe n'est pas un copernicien convaincu. Il pense que Nicolas Copernic se trompe, mais Tycho Brahe est un scientifique. Autrement dit, Tycho Brahe prend tout de même en compte ce que dit Nicolas Copernic et essaie de voir s'il a raison. Pour cela, eh bien, il se dit, si Nicolas Copernic a raison, je vais observer à un moment donné dans l'année, le jour de l'équinoxe de printemps par exemple, le 20 mars, eh bien, je vais observer une étoile. 6 mois plus tard, environ 6 mois plus tard, le jour de l'équinoxe d'automne, le 22 septembre en moyenne, je vais observer la même étoile. Je devrais observer, si Nicolas Copernic a raison, ce que l'on appelle la parallaxe d'une étoile, l'angle que je vous montre ici avec ma flèche. Tycho Brahe observe plusieurs étoiles, tente de déterminer de nombreuses parallaxes, il ne trouve en réalité aucune parallaxe. La conclusion de Tycho Brahe est simple, je ne trouve pas de parallaxe, Nicolas Copernic se trompe, ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil. Oui, mais Tycho Brahe a fait une erreur. Tycho Brahe ne connaissait pas la distance qui nous sépare du Soleil. Et Tycho Brahe ne connaissait pas non plus, et encore moins, les distances qui nous séparent des étoiles. Et en fait, les distances qui nous séparent des étoiles sont telles que les parallaxes stellaires sont inobservables à l'œil nu. Il faudra attendre Bessel au 19e siècle pour déterminer la première parallaxe d'une étoile. Alors Tycho Brahe a tout de même apporté énormément à l'astronomie. Il a, au cours de sa vie, tenté un modèle qui n'est pas véritablement un modèle. On dit parfois que Tycho Brahe a apporté un modèle géo-héliocentrique, au croisement du modèle géocentrique et héliocentrique. Et pourquoi n'est-ce pas un modèle pour les astronomes, pour les historiens? Eh bien parce que ce modèle n'a jamais été associé à des tables astronomiques. Nous avançons dans l'histoire et nous nous arrêtons maintenant à Galilée, célèbre astronome italien du XVIIe siècle. Alors Galilée est le premier à observer le ciel avec un instrument astronomique. La lunette astronomique vient d'être inventée, mais Galilée est le premier à avoir l'idée de placer sa lunette astronomique vers le ciel, à observer le ciel avec un instrument. Et Galilée observe avec sa lunette, regardez la planète Jupiter. Et Galilée observe autour de Jupiter 4 points lumineux. Galilée répète ses observations chaque nuit pendant la semaine et il s'aperçoit que ces points lumineux se déplacent dans le ciel d'une nuit sur l'autre. Et là, Galilée comprend que ces points lumineux sont en fait des satellites de Jupiter. Et Galilée apporte ainsi la preuve, le premier, avec cette observation, que tout ne tourne pas autour de la Terre. Et pourquoi cette observation a révolutionné l'histoire des sciences? Souvenez-vous, les Grecs pensaient que tout tournait autour de la Terre. Galilée démontre que c'est faux, tout ne tourne pas autour de la Terre. Vous avez au moins 4 astres qui tournent autour de la planète Jupiter. En une semaine d'observation, Galilée invalide en fait 2000 ans d'astronomie. Galilée est un copernicien convaincu. Il est persuadé que Nicolas Copernic a raison, que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors Galilée observe également la planète Vénus avec sa lunette astronomique, et Galilée est le premier à observer un cycle complet de phases de la planète Vénus. Et en observant ce cycle complet, Galilée démontre que Vénus tourne autour du Soleil. Galilée ne réussira pas, malheureusement,
a démontré que la Terre tourne autour du Soleil. Il sera d'ailleurs condamné à la fin de sa vie à l'exil pour avoir affirmé lors de son procès que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais l'apport de Galilée en astronomie est considérable. Alors nous avançons encore, hein, nous sommes là avec un autre astronome absolument considérable, hein, Johann Kepler. Johann Kepler est un mathématicien, un grand mathématicien. Par contre, Johann Kepler n'est pas un bon observateur. Et Kepler a en réalité besoin d'observations pour définir et confronter ces modèles mathématiques liés aux orbites planétaires. Et à la mort de Tycho Brahe, souvenez-vous, Tycho Brahe a observé pendant toute sa vie, et bien à la mort de Tycho Brahe, Kepler réussit à obtenir toutes les observations de Tycho Brahe. Et à partir de ces observations, eh bien, Kepler pense avoir besoin de 7 jours pour définir la trajectoire, l'orbite de la planète Mars. Il ne lui faudra pas 7 jours, mais plutôt 7 ans. Mais à la limite, peu importe, car eh bien, Kepler réussit à définir 3 lois fondamentales en astronomie que nous allons là observer. La première loi, regardez, Kepler nous explique que la Terre ne tourne pas autour du Soleil en décrivant un cercle, mais plutôt une ellipse, un cercle un peu aplati. Et le Soleil ne se trouve pas au centre de ce cercle, hein, mais plutôt sur l'un des foyers, un peu excentré. Ça signifie qu'à certains moments de l'année, eh bien, la Terre est au plus loin du Soleil, hein, c'est ce qu'on appelle l'aphélie, et à d'autres moments de l'année, la Terre est au plus proche du Soleil, c'est ce qu'on appelle le périhélique. Alors bien entendu, j'ai exagéré sur ce schéma l'ellipse de la Terre, car si on voulait dessiner à l'échelle la trajectoire réelle de la Terre autour du Soleil, on pourrait dessiner un cercle d'1 mètre de diamètre et l'ellipse serait contenue uniquement dans l'épaisseur du trait du crayon. Mais cela signifie tout de même eh bien, qu'à certains moments de l'année, le Soleil, la Terre plutôt, se trouve au plus loin du Soleil, hein, à 152 millions de kilomètres, et puis à d'autres moments de l'année, la Terre se trouve au plus proche du Soleil. Deuxième loi de Kepler, eh bien regardez, chaque rayon vecteur va aller des aires égales en des temps égaux. Ça veut dire quoi? Les 7h15, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la vitesse de la Terre n'est pas uniforme. C'est la même analogie que la fronde, hein. Plus la planète est proche du Soleil, plus elle va vite. Plus elle est loin du Soleil, moins elle va vite. Alors revenons d'ailleurs sur la première loi, qui est historiquement la seconde, mais que l'on nomme la première. Sachez que la Terre est au plus loin du Soleil en plein été dans l'hémisphère nord, en moyenne le 3 juillet. Et la Terre est au plus proche du Soleil en plein hiver dans l'hémisphère nord, en moyenne le 3 janvier. Ne soyez pas étonnés. Pourquoi? Eh bien parce que le phénomène des saisons n'est absolument pas dû à la distance variable Terre-Soleil. Souvenez-vous, le phénomène des saisons est dû au fait que la Terre tourne penchée autour du Soleil. La variation de la distance Terre-Soleil est trop faible pour que cela joue sur le phénomène des saisons. Par contre, le fait que la Terre ne tourne pas en définissant exactement un cercle et que le Soleil occupe un des foyers, eh bien Kepler nous explique que cela crée quelque chose au niveau des saisons, ce qu'on a appelé l'inégalité des saisons. Nous venons, et vous le savez, de commencer une nouvelle saison. Le 20 mars hein, a eu lieu hier l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord. Et regardez, en moyenne, l'équinoxe de printemps dure environ 93 jours, et puis l'été hein, dure dans l'hémisphère nord environ 80
13 jours, presque 94 jours, alors que l'hiver dans l'hémisphère nord dure 89 jours seulement. Pourquoi? Eh bien, revenons sur les deux lois précédentes. Souvenez-vous, la Terre se trouve au plus loin du Soleil en plein été. Or, en plein été, eh bien, la vitesse de la Terre est moins rapide qu'en plein hiver, car la Terre, à ce moment-là, se trouve au plus loin. Et Kepler nous explique, avec sa seconde loi, que plus une planète est loin du Soleil, eh bien, moins elle va vite. Voilà pourquoi l'été dure 94 jours en France, alors que l'hiver dure seulement 89 jours. Kepler nous explique eh bien, que l'inégalité des saisons s'explique mathématiquement par la distance variable Terre-Soleil. Et puis, troisième loi de Kepler, encore plus importante, hein, eh bien, Kepler nous explique que le demi-grand axe au cube, ici, hein, qu'on appelle petit a, donc au cube, hein, a fois a fois a, divisé par la période de révolution au carré, donc la période de révolution fois la période de révolution, est égale à une constante. Et cette loi, en fait, est fondamentale, parce que cette loi nous dit que plus une planète est proche de son étoile, eh bien plus elle va vite. Mercure effectue une révolution complète autour du Soleil en 88 jours seulement. La Terre en une année, Mars en 2 ans, Jupiter en 12 ans, Saturne pardon, en environ 30 ans. Et donc cette troisième loi, hein, de 1918, va être extrêmement importante dans l'histoire des sciences, car souvenez-vous, nous sommes au XVIIe siècle et nous ne connaissons toujours pas la distance qui nous sépare du Soleil, la distance Terre-Soleil. Alors Kepler va écrire des tables astronomiques qu'on a appelées les tables Rodolphine. Et puis vous avez ce frontispice, hein, cette image qui cette en-tête du livre des tables Rodolphine, hein, qui nous parle des différents modèles astronomiques, hein. Vous avez ici, regardez, hein, Nicolas Copernic, Tycho Brahe, donc très clairement là, Kepler rend hommage à Tycho Brahe, car souvenez-vous, eh bien c'est grâce aux observations de Tycho Brahe que Kepler peut eh bien, définir d'une part ces tables, mais d'autre part eh bien, ces calculs liés aux orbites planétaires. Et puis, nous avons d'autres astronomes extrêmement importants, hein, dans l'histoire des sciences, dont Hipparque, ici, souvenez-vous, et puis Ptolémée. Alors, je vous l'ai dit, on ne connaît pas la distance Terre-Soleil, et en 1672, à la fin du XVIIe siècle, on va enfin, de manière presque concomitante avec une autre méthode, hein, les transits de Vénus et Mercure, on va déterminer cette distance. Et comment détermine-t-on cette distance? Eh bien, on attend une opposition de la planète Mars. Et on observe cette opposition en deux lieux distincts du globe, à Paris et à Cayenne. Et bien entendu, comme on observe cette opposition en deux lieux, eh bien, on observe ce que l'on appelle une parallaxe. Et contrairement à Tycho Brahe qui n'observait pas les parallaxes stellaires, la planète Mars se trouve bien plus proche que les étoiles par rapport à notre planète. Et puis, on observe au XVIIe siècle les planètes avec des instruments astronomiques. On peut donc définir la parallaxe de la planète Mars en cette nuit d'opposition. Et grâce à la troisième loi de Kepler, eh bien, on va déterminer la distance qui nous sépare du Soleil. Cassini trouve une valeur de 140 millions de kilomètres. On connaît enfin, à la fin du XVIIe siècle, la distance qui nous sépare du Soleil. Et donc, en réalité, on connaît à présent, à la fin du XVIIe siècle, toutes les distances de notre système solaire, car souvenez-vous, avec Copernic, on connaissait les distances relatives, il nous manquait la distance Terre-Soleil. Alors vous avez ici au XVIIe siècle eh bien, la fondation de l'Observatoire de Paris, hein. On fêtera eh bien, dans quelques années, hein, les 400 ans de l'Observatoire de Paris. Et puis, bien entendu, la théorie de la gravitation universelle fait eh bien, un pas
considérable avec un autre astronome extrêmement important, hein, à savoir Isaac Newton, qui va définir en fait les lois liées à l'attraction gravitationnelle. Newton nous explique que la troisième loi de Kepler est en réalité un cas particulier de sa seconde loi, hein, la loi de principe fondamental, qui nous dit que les forces, hein, sont liées nécessairement aux masses réciproques par la distance, tout du moins proportionnellement au carré de la distance qui sépare ces deux astres. Vous avez en 1705 Halley qui prédit le retour de la comète de 1682 pour 1759. C'est très clairement le succès pour les théories liées à la gravitation de Newton. On sait maintenant prédire et définir de manière très précise le mouvement des astres dans notre système solaire. Et puis le mouvement des frontières explose. Pourquoi? Parce que Herschel découvre à la fin du XVIIIe siècle la planète Uranus. Et puis vous avez Le Verrier, astronome français, hein, de l'Observatoire de Paris, qui découvre indirectement la planète Neptune en 1846. En effet, Le Verrier s'aperçoit que la trajectoire d'Uranus ne décrit pas exactement ce qu'elle devrait décrire si elle suivait les lois liées à la gravitation de Newton, hein. Et Le Verrier est le premier à avoir l'idée de dire que c'est peut-être parce qu'il y a une autre planète, un autre astre qui perturbe justement le mouvement d'Uranus. Alors Le Verrier envoie ses calculs à un astronome allemand, hein, Gall, qui va pointer la planète Neptune grâce au calcul de Le Verrier. On finira par démontrer, hein, dans l'histoire des sciences, que la Terre a deux mouvements. Premier mouvement, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. La conséquence de cela, bien sûr, c'est l'alternance du jour et de la nuit. Et puis, on finira par démontrer que la Terre tourne autour du Soleil en une année, non pas grâce, souvenez-vous, à la parallaxe, à la détermination de la parallaxe d'une étoile, hein, mais avec une autre preuve, hein, l'aberration de la lumière des étoiles, et on doit cette expérience à Bradley au début du XVIIIe siècle. Et puis je vous le disais, Bessel, astronome allemand, hein, mesure la première parallaxe d'une étoile et définit l'année-lumière en fait comme nouvelle unité de distance. On connaît grâce à cette mesure les distances qui nous séparent des étoiles et on s'aperçoit en fait que ces distances sont considérables. Mis à part le Soleil, l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, se trouve à 4 années-lumière de notre planète. 40 000 milliards de kilomètres. On n'a aucune idée, jusqu'au début du 19e siècle, des distances qui nous séparent des étoiles. Et Bessel, en mesurant la parallaxe d'une étoile assez proche, hein, tout de même, fait exploser les distances qui nous séparent des étoiles dans notre galaxie, sachant qu'on ne peut mesurer des parallaxes stellaires que pour les étoiles relativement proches, entre guillemets, à quelques années-lumière de notre planète, hein. Une année-lumière correspond à environ 10 000 milliards de kilomètres. C'est la distance parcourue par la lumière en une année. Et puis nous sommes là avec la naissance de l'astrophysique, hein, ce qui va, là encore, permettre un bond considérable dans l'histoire de l'astronomie. Pourquoi? Eh bien parce qu'on arrive à analyser la lumière qui nous arrive des étoiles, hein. Newton est le premier à réussir à analyser la lumière blanche, hein, et on va réussir quelques années plus tard, hein, en particulier par Fraunhofer, à analyser la lumière des étoiles et observer
le spectre des étoiles. Et cela nous apprend énormément de choses sur la composition la composition chimique des étoiles, la température et puis, par exemple, leur taille. Et aujourd'hui encore, on se sert énormément en astronomie de spectroscopie. La spectroscopie, c'est l'analyse de la lumière. Et le James Webb, par exemple, qui se trouve dans l'espace à 1,5 million de kilomètres de notre planète et qui observe une multitude d'étoiles, a embarqué de nombreux spectromètres pour analyser la lumière qui nous arrive des étoiles et des exoplanètes. Alors nous continuons à avancer dans notre histoire encore pendant quelques minutes et nous sommes là, regardez, au XXe siècle et en 1930, on réussit à démontrer que le Soleil ne se trouve pas au centre de notre galaxie. En effet, comme d'habitude, on se plaçait au centre et il faut attendre un astronome, un Chapley, pour déterminer la position réelle de notre système solaire. Notre système solaire, en réalité, n'occupe aucune position privilégiée dans notre galaxie. Il se trouve plutôt sur un bras extérieur de notre galaxie, à environ 30 000 années-lumière du centre galactique. Notre système solaire est en réalité une véritable poussière dans notre galaxie. Mais pourquoi le Soleil est-il notre étoile? Et ça, c'est extrêmement important, nous l'avons un tout petit peu vu au cours de cette conférence, tout simplement parce que le Soleil est beaucoup plus proche de nous que les autres étoiles. Le Soleil se trouve à seulement 8 minutes lumière de notre planète, soit 150 millions de kilomètres. Et souvenez-vous, mis à part le Soleil, l'étoile ensuite la plus proche de nous est Proxima du Centaure, qui se trouve à 4 années-lumière de notre planète. Et pour vous donner un autre chiffre, notre galaxie est certainement constituée de 300 milliards d'étoiles, 300 milliards de soleils. Et le diamètre de notre galaxie est tel qu'il nous faudrait théoriquement 100 000 ans pour parcourir le diamètre de notre galaxie en se déplaçant à la vitesse de la lumière, à 300 000 km par seconde. Et puis pour finir, vous le savez peut-être, on a découvert en 1995, une équipe d'astronomes suisses à l'Observatoire de Haute-Provence a découvert la première exoplanète, la première planète gravitant autour d'une autre étoile que notre étoile, le Soleil. En 2024, les astronomes ont découvert plus de 5300 exoplanètes. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les exoplanètes découvertes sont extrêmement diverses. Et parmi ces exoplanètes découvertes, une trentaine ressemblent à des terres potentielles. On sait ainsi aujourd'hui, en 2024, que certaines de ces planètes sont habitables. Et les progrès, là encore, sont incroyables, car il y a à peine un quart de siècle, on ne connaissait pas l'existence d'exoplanètes, d'autres planètes gravitant autour d'autres étoiles que notre étoile, le Soleil. Et aujourd'hui, le télescope spatial James Webb observe ces exoplanètes et en particulier l'atmosphère de ces exoplanètes telluriques, là encore par spectrométrie, pour essayer de déterminer la composition chimique de ces atmosphères et pour voir, in fine, s'il n'y aurait pas peut-être de la vie possible sur l'une de ces exoplanètes. Tout cela pour vous dire que j'ai choisi de vous raconter une histoire de l'astronomie qui débutait dès la plus haute Antiquité avec les Babyloniens et les Égyptiens, mais peut-être que dans une petite décennie, il faudra centrer cette histoire de l'astronomie sur la découverte d'un autre monde, quelque part dans notre galaxie, voire au-delà de notre galaxie, car vous le savez, l'univers est en expansion constante. Il existe dans l'univers des centaines de milliards d'autres galaxies, avec à l'intérieur de chacune d'elles des dizaines, des centaines de milliards d'étoiles. Et on estime aujourd'hui
Eh bien, qu'il existe autant de planètes que d'étoiles dans la plupart des galaxies. Et on a souvent coutume de dire qu'il existe plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Cela signifie, si on pousse la comparaison, qu'il existe plus de planètes dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Et sommes-nous seuls dans l'univers? Eh bien, c'est la grande question qui fascine aujourd'hui toute la communauté scientifique. Et peut-être qu'il faudra, dans quelques années, eh bien, réorienter cette conférence sur l'histoire de l'astronomie pour vraiment plus se cibler sur la partie exoplanète. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'en ai terminé pour ma part. Voilà, ça fait 1 heure et je peux maintenant, bien sûr, répondre à vos questions avec grand plaisir.